Chers abonnés de la chaîne, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dont le titre est Théorie de l'énonciation. Après la linguistique de la langue, la linguistique de la parole. La théorie de l'énonciation peut être considérée comme l'affluent principal à l'enrichissement de la pragmatique linguistique française. Le père fondateur de cette théorie est Émile Benveniste, par la publication de son article « L'appareil formel de l'énonciation ». La théorie de l'énonciation est une nouvelle linguistique, qui de l'ère de la linguistique de la langue, nous fait entrer dans l'ère de la linguistique de la parole. Autrement dit, la linguistique du discours, du texte. Chacun sait que Ferdinand de Saussure a donné la primauté à la langue, en tant que code social appartenant à la communauté. L'individu en est simplement le dépositaire. Pour Saussure, la parole est simplement individuelle. De même, les structuralistes, qu'ils soient européens ou américains, ont toujours affirmé l'immanence de la langue, en elle-même et pour elle-même, coupée de tout contexte extralinguistique. La problématique principale des structuralistes était de faire l'inventaire des formes linguistiques, par segmentation et opposition, puis de les classer en catégories morphologiques et morphosyntaxiques. Le seul à avoir pris en compte la parole est Jacobson, dans son schéma de la communication. Mais la parole ne commence à être vraiment considérée comme objet d'analyse qu'avec la théorie de l'énonciation. Présupposés théoriques. Critique de certains principes de la linguistique structurale. Après l'échec flagrant qu'a rencontré la linguistique structurale lors de son application sur des corpus réels à des fins didactiques, les chercheurs commencent à réfléchir afin de trouver des solutions. Ils reprennent les 5 postulats de base de la linguistique structurale. Face à ces 5 postulats, 5 remises en question, qui seront le point de départ de la théorie de l'énonciation. Premier postulat, la notion de code. La linguistique structurale envisage la langue comme un code uniforme et homogène, commun à tous les locuteurs de la communauté. Remise en question correspondante. Le code, défini par la linguistique structurale, est une construction théorique. Dans la réalité, la langue n'est qu'une mosaïque de dialectes, sociolectes et idiolectes, que l'analyse linguistique se doit de prendre en considération. Second postulat, la notion de phrase. Les limites de l'analyse structurale s'arrêtent à la phrase, qu'elle considère comme l'unité supérieure. Les limites du sens s'arrêtent également aux limites de la phrase. Remise en question correspondante. La phrase isolée n'existe pas dans le discours réel, et même quand l'énoncé se limite à une seule phrase, elle est intégrée dans un dialogue. De plus, les phrases ne sont pas simplement juxtaposées, mais liées et structurées dans une unité plus vaste, qui est le discours, et selon les lois de la pensée. Troisième postulat, la production du sens. Les mécanismes de production du sens, dans la linguistique structurale, sont simples. Ces limites sont celles de la phrase, ce qui signifie le sens des composantes lexicales, auxquelles s'ajoute le sens véhiculé par la construction syntaxique, support de la phrase. Ce qui fait que les limites de l'analyse structurale s'arrêtent à la phrase. Remise en question correspondante. Les modalités d'émergence du sens sont infiniment plus complexes que ne le laisse supposer la linguistique structurale. La construction du sens dépasse largement les limites de la phrase et s'étend à tout le discours ou texte. C'est donc le discours ou texte qui doit être objet d'analyse et non la phrase. Quatrième postulat, le schéma de la communication. La seule tentative d'analyse de la parole envisagée depuis Saussure est celle que nous propose Jacobson. Un face-à-face idéal entre deux individus idéalisés et une communication transparente et réussie à tous les coups.
Remise en question correspondante. Les locuteurs sont des individus dotés d'un psychisme et dont les caractères sont différents. Ils s'approprient le langage et le font coïncider avec leurs objectifs de communication. Cinquième postulat, l'immanence de la langue. Le principe d'immanence préconise que la langue doit être étudiée en elle-même et pour elle-même, en évacuant totalement le contexte extralinguistique. Remise en question correspondante. Une langue est faite pour être parlée dans un contexte spatial et un contexte temporel. Donc, il est nécessaire de prendre en considération ce contexte dans l'analyse linguistique. Benveniste et l'énonciation. Le père fondateur de la théorie de l'énonciation est Benveniste. Il pose les jalons de la théorie, mais sans la nommer, dans un article publié en 1955 et intitulé « La nature des pronoms ». Cet article est repris plus tard, dans son ouvrage « Les problèmes de linguistique générale » 1966. À propos de l'analyse des pronoms personnels, il fait le rapprochement avec la terminologie des grammairiens arabes, qui appellent le pronom de troisième personne, al-ra'eb, l'absent, et il confirme qu'en fait, celui-ci est absent de la situation de discours. Il le nommera non-personne. Toujours dans le même ordre d'idées, il fait l'opposition entre le discours et le récit, en citant le passé simple comme temps du récit. En 1975, Benveniste publie un article intitulé « L'appareil formel de l'énonciation » dans lequel il développe les grands principes de la théorie et donne les moyens d'analyser les discours selon ce point de vue. Il y définit l'énonciation comme la prise en charge du locuteur de son propre discours. Après la définition de Benveniste des indices d'énonciation, un autre grand nom de la théorie de l'énonciation, Culioli, introduit la notion d'ancrage dans la situation de discours. Tous les autres chercheurs qui ont contribué au développement de la théorie se sont largement inspirés de ces deux linguistes. Le schéma de la communication de Jacobson est une tentative pour analyser la parole, inspirée de la cybernétique. Cette tentative était considérée comme une innovation en son temps. Cependant, ce schéma ne prend pas en considération les spécificités des deux pôles de la communication, ni les caractéristiques de la situation de communication. Les deux interlocuteurs y sont considérés comme des individus tous semblables, parfaits et sans état d'âme. Le message y circule d'une manière parfaite, sans accroc ni perte. En revanche, pour les tenants de la théorie de l'énonciation, une langue est toujours parlée par un locuteur, X, en un temps, T, et en un lieu, Y. Il se donne donc, pour objectif de 1. Réintroduire l'élément humain dans l'analyse linguistique, par l'étude des marques de subjectivité du sujet parlant, dans le discours. 2. Réintroduire la réalité extralinguistique, le temps et le lieu, dans l'analyse linguistique, par l'étude des indices d'ancrage, toujours dans le discours. Ces nouveaux objectifs ont conduit les chercheurs de ce domaine à reformuler le schéma de la communication, de manière à y inclure les nouvelles considérations théoriques. L'émetteur et le récepteur. L'émetteur et le récepteur, qui sont les deux pôles de la communication, sont des individus réels, qui possèdent des croyances sur le monde, ont reçu une formation, pas toujours la même, ont des préoccupations, culturelles et idéologiques. Tous ces paramètres ont contribué à déterminer leur personnalité. Il n'y a pas d'adéquation complète possible entre leurs compétences. De plus, ils ont aussi chacun un statut social. Le contexte. Le contexte, qui était un élément négligeable dans l'analyse structurale, prend toute son importance et se démultiplie dans cette théorie. Désormais, l'analyse se préoccupe du contexte extralinguistique ou situation de communication, qui réfère aux coordonnées, temps et lieu de la communication.
Du contexte intralinguistique, appelé « référence cotextuelle », qui renvoie aux coordonnées internes, dans le discours. La notion de « code commun » à tous les locuteurs d'une langue, idéalisée par les structuralistes, se transforme en compétence. Chaque locuteur est déterminé par sa propre compétence, ou plutôt par ses propres compétences. L'émetteur devient énonciateur, ou premier sujet énonciateur. Il est déterminé par sa compétence linguistique, par ses compétences culturelles et idéologiques, par ses croyances et ses savoirs sur le monde, par ses déterminations psychologiques. Tous ces éléments contribuent à la construction de son modèle de production, qui est l'un des aspects de sa compétence de communication. Le récepteur devient énonciataire, ou second sujet énonciateur. Il est déterminé par sa compétence linguistique, ses compétences culturelles et idéologiques, ses croyances et ses savoirs sur le monde, ses déterminations psychologiques. Tous ces éléments contribuent à la construction de son modèle d'interprétation. Le modèle de production et le modèle d'interprétation ne sont pas superposables. D'où parfois les écarts dans la compréhension des discours. Implication sur l'analyse linguistique. Changement de problématique. La problématique de l'analyse structurale était la suivante. Combien y a-t-il de formes linguistiques dans cette langue? Comment sont-elles formées selon une combinatoire de phonèmes en morphèmes? À quelle loi obéissent-elles? La problématique de l'analyse du discours dans l'optique énonciative est la suivante. Qui parle? À qui? Quand? Où? Comment le dit-il? En d'autres termes, une recherche de l'activité des deux sujets énonciateurs dans leur discours. Conséquences méthodologiques. Quels sont les lieux d'inscription de cette subjectivité dans le discours? L'énonciateur et ses choix lexicaux. L'énonciateur est déterminé par son modèle de production, et le discours qu'il produit fortement teinté, par toutes les déterminations que nous venons de citer, et qui sont les composantes de sa subjectivité. Les indices de cette subjectivité apparaissent au niveau de ses choix lexicaux. Exemple 1, cet objet est absolument splendide. Signification, je trouve que cet objet est absolument splendide. Mon auditeur peut ne pas être d'accord avec moi. À comparer avec. Exemple 2, cet objet est carré, il est de couleur bleue. Nous sommes d'accord, tous les deux, parce que nous observons l'objet. L'énonciateur et les marques de personne. Le second aspect de la subjectivité du locuteur, dans sa prise en charge de son propre discours, est l'emploi des marques personnelles, notamment le jeu de l'énonciation, qui va s'adresser au « tu », qui est l'auditeur. Tous les indices qui portent la référence des deux sujets de l'énonciation entrent dans cette catégorie. Exemple pour la langue française. Je et nous, tu et vous. Moi et nous, toi et vous. Mon et nos, ton et vos. Le mien et le nôtre, le tien et le vôtre. L'énonciateur et l'emploi des marques verbales. L'emploi du présent et du passé composé, en français, caractérise le discours en situation. À côté du temps verbal, on peut aussi analyser l'aspect du verbe, qui désigne le déroulement de l'action. Exemple, je commence à travailler. Cette construction désigne l'aspect du déroulement de l'action. L'action est encore en cours de déroulement dans le moment présent. Elle ne désigne pas le temps du verbe. La situation de communication. La théorie de l'énonciation considère que tout énoncé est ancré dans le contexte extralinguistique ou situation de communication.
Au niveau de l'analyse linguistique, la situation de communication est marquée par la deixis dont les éléments sont appelés déictiques. Elle fait référence aux coordonnées espace-temps dans lesquelles se déroule le discours. La deixis spatiale. La deixis spatiale consiste en une référence à un élément visible du lieu de l'énonciation ou au lieu même de l'énonciation. Elle se matérialise avec les déictiques de lieu, tels que ici et là. On peut distinguer deux types de deixis spatiales. L'ostension, ou geste. Tous les adjectifs et pronoms démonstratifs entrent dans cette catégorie. Exemple, ce bureau, celui-ci. Qui accompagne le geste qui montre. Les déictiques de lieu. Exemple pour le français. Ici, proche de l'énonciateur. Là, neutre. Là-bas, éloigné de l'énonciateur, ainsi que tous les éléments entrant dans cette classe. La deixis temporelle. La deixis temporelle consiste en une référence au moment de l'énonciation ou à un moment qui lui est déterminé relativement. Elle se matérialise avec les déictiques de temps, tels que maintenant, hier et demain. Exemple, maintenant, temps de l'énonciation. Ce sont soit des adverbes de temps ou des expressions, repères temporels. Quelques exemples en français. Tout de suite, immédiatement, à l'instant. Hier, durant la séance précédente, la dernière fois, l'année dernière. Demain, la prochaine fois, dans quelques jours, l'année prochaine. Les modalités. La notion de modalité est empruntée à la logique modale, qui distingue la nécessité et la possibilité et ajoute à la logique des propositions les opérateurs correspondants. Dans l'étude des langues, les modalités sont considérées comme des éléments qui expriment un certain type d'attitude du locuteur par rapport à son énoncé. Selon Bally, toute phrase peut s'analyser en deux éléments, un contenu représenté, le dictum, ou contenu propositionnel, et une modalité, le modus, qui indique la position du locuteur par rapport à la réalité du contenu exprimé. Benveniste distingue deux types de modalités. Les modalités d'énonciation et les modalités d'énoncé. Les modalités d'énonciation correspondent en général à l'intention de communication de l'énonciateur. Exemple. L'assertion qui correspond à l'énoncé déclaratif positif ou négatif. L'interrogation qui consiste à une demande d'information. L'impératif qui consiste à donner un ordre. Les modalités d'énoncé correspondent à une manière pour l'énonciateur de prendre en charge son discours. Exemple. 1. Modalité du pouvoir, je peux faire ce travail. 2. Modalité du devoir, tu dois te rendre à cet endroit. 3. Modalité du nécessaire, il est nécessaire de finir cette mission. 4. Modalité du possible. Il est possible que je sois absent, demain. 5. Modalité du probable, il est probable que, demain ça soit trop tard. La référence cotextuelle. La référence cotextuelle est une reprise d'un élément du discours par un autre élément afin de ne pas le répéter. Elle constitue un élément puissant qui assure la cohésion textuelle au-delà des frontières de l'énoncé. Si la reprise est placée après l'élément, elle est appelée anaphore. Si la reprise précède l'élément repris, elle est appelée cataphore. Cette reprise constitue un réseau de liens sur la surface du discours. Les anaphoriques forment le tissage du discours et assurent la cohérence et la cohésion du discours ou du texte. L'anaphore peut être endophore, c'est-à-dire reprendre un élément linguistique de l'énoncé. Exemple, l'étudiant relit les notes qu'il a prises en cours. Il, anaphore reprise de l'étudiant. Elle peut être exophore, c'est-à-dire reprendre un élément de la situation. Exemple, ça s'est bien passé.
Le lendemain, il est venu. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous nous retrouverons dans le prochain cours, pour étudier la polyphonie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater des nouveautés à venir. À bientôt.